Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business. Chaque semaine, nous vous faisons découvrir des innovations. Nous allons plus que jamais poursuivre avec le soutien de l'ADEME. Que sera la ville de demain? Comment nous déplacerons-nous? Comment allons-nous nous chauffer? Des questions parmi d'autres qui seront éclairées à travers des reportages et une thématique par semaine. Ce sont des initiatives durables. Green Business, initiative durable avec le soutien de l'ADEME. Et c'est donc une première aujourd'hui, ces initiatives durables avec le soutien de l'ADEME. Et on va en parler en plateau avec Jean-Guillaume Péladan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur des investissements d'avenir de l'ADEME. On va parler de ces investissements d'avenir. Et puis aujourd'hui, la thématique, puisque l'idée finalement, c'est chaque semaine, c'est de faire découvrir ce que je disais, ce que sera la ville de demain, notre pays demain, le monde demain finalement, et ce sur quoi on travaille, ce qui est en train de se mettre en place, tous ces projets. Et cette semaine, la thématique va concerner l'éolien offshore flottant. On va en parler avec Stéphane Is. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président énergie renouvelable de Technip et vous êtes là pour parler du projet VertiWind dont on avait parlé finalement avec un autre acteur, parce que c'est un consortium, comme beaucoup, vous travaillez à plusieurs, c'est Nénuphar. On en avait parlé d'ailleurs avec vous, Dominique Pialot. Bonjour. Bonjour Dominique Pialot de la Tribune. Alors vous êtes là aussi pour intervenir, pour réagir et commenter, mais on va commencer par parler globalement de l'éolien offshore, puisqu'il y a encore de l'actualité. On en parlait un petit peu avec Arnaud Gossement en début d'émission. C'est cette deuxième tranche de l'appel d'offres qui était tant attendue, qui a enfin été annoncée par la ministre cette semaine. Oui, tout à fait. Donc c'est une tranche, le gouvernement précédent l'avait promise initialement avant les présidentielles. Finalement, ça n'avait pas été le cas. Très vite après les élections, ça avait été réévoqué. On l'attendait ensuite pour la fin de l'année 2012. Bon, finalement, Delphine Batho a profité d'une intervention qu'elle a faite devant le Conseil économique et social et environnemental pour annoncer qu'elle avait saisi la creux de ce deuxième appel d'offres. En fait, c'est une deuxième tranche d'un appel d'offres. Voilà. Alors, je suppose que les professionnels, ils vont nous dire ce qu'il en est, sont quand même soulagés et plutôt satisfaits de cette annonce. Néanmoins, je tiens à vous faire remarquer que le projet initial qui est inscrit dans le Grenelle de l'environnement, c'est quand même 6000 mégawatts, donc 6 gigawatts à l'horizon 2020 d'éolien offshore. Et là, finalement, on atteint péniblement avec ces deux premières tranches à peine 3000 mégawatts, avec en plus une entrée en fonction des fermes concernées par la deuxième tranche, pas avant 2021-23. Donc on est quand même presque hors déjà, enfin on est complètement hors de l'horizon 2020. Bon, mais ce qui est plus intéressant, c'est pourquoi finalement on est aussi bas dans les puissances, le potentiel de puissance installée, en fait, parce qu'on n'a pas réussi à identifier suffisamment de sites qui soient à la fois adaptés sur les plans géographiques et sur les plans politiques de concertation avec les riverains, les pêcheurs, les industriels du tourisme, etc. Alors, c'est pas très engageant comme ça. Comment peut-on quand même espérer les atteindre, ces fameux 6000 mégawatts? Il y a de l'espoir. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, effectivement, en tout cas pour la France, c'est d'atteindre cette puissance installée avec de l'éolien posé, puisqu'on ne peut pas tellement dépasser des profondeurs de 30 à 40 mètres, pour des raisons évidemment techniques. Et donc, justement, cette proximité avec le rivage implique cette concertation avec toutes les personnes, les parties prenantes dont je viens de parler, qui rendent les projets plus compliqués, parfois impossibles à mener à leur terme. Et sur le plan purement géographique, par exemple en Méditerranée, le plateau descend très rapidement, et donc très rapidement on est à des profondeurs où en fait c'est très compliqué de poser des éoliennes. Et donc une piste de solution dont j'imagine on va reparler, c'est précisément l'éolien flottant qui a un potentiel nettement plus important, car là il est envisageable de descendre jusqu'à des 200 mètres, peut-être plus de profondeur selon les projets. Je ne sais pas. Mais en revanche, ça a des coûts quand même importants, parce qu'il faut tirer les câbles jusqu'au... alors, je ne parle même pas de l'aspect purement innovation, parce que c'est évidemment des prototypes, des objets qui sont plus différents de ce qu'on connaît dans l'éolien posé à terre que l'éolien posé en mer. Donc voilà, il y a des frais d'innovation, mais en plus il y a ces frais de raccordement au réseau à terre qui peuvent potentiellement évidemment augmenter le coût de raccordement
raccordement. Et donc, un des enjeux, c'est de travailler sur une baisse de ces coûts pour les rendre compétitifs, en tout cas avec l'éolien posé en mer, qui est déjà quand même une des énergies renouvelables les plus onéreuses aujourd'hui. Alors, on va en parler évidemment en détail, mais où est-ce qu'on en est, juste pour faire un petit tour d'horizon de ces technologies de l'éolien offshore flottant? Alors sans prétention à l'exhaustivité, mais c'est vraiment une technologie assez récente, puisque le premier projet, en tout cas en Europe, mais peut-être au monde, c'est un projet qui a été développé par Statoil, dans lequel je pense Technip était déjà partie prenante, ainsi que Siemens et Nexans, donc en Norvège. Ensuite, et ça remonte à 2009, je crois, l'inauguration de la toute première éolienne flottante. Ensuite, il y a eu un projet portugais donc mené par EDP qui s'appelle Windfloat. Et en fait, la France est quand même assez bien placée sur ce sujet, puisqu'il y a pas moins de 3 projets en ce moment en France, qui sont Windflow, sur lequel je crois on va découvrir en images, exactement. Le projet VertiWind avec l'éolienne Nénuphar, qui est une éolienne verticale, et le projet Ideol, sachant que donc Nénuphar et Ideol sont justement 2 projets dont les prototypes vont être mis à l'eau dans la mer Méditerranée, comme je disais tout à l'heure, qui se prêtent particulièrement bien à ça. Et c'est des projets qui, les uns et les autres, mais ça peut-être que M. Péladan va y revenir, ont bénéficié, certains, de financements d'avenir et d'autres, parfois les mêmes, de financement de la Commission de Bruxelles via le programme NER 300 qui est financé par la vente des quotas de CO2. Voilà, justement, ce qui est intéressant, vous êtes prêt à réagir, Jean-Guillaume Péladan, c'est avant de parler d'éolien offshore flottant, de ces projets qui se mettent en place, on parle aussi d'investissements d'avenir, parce que vous êtes directeur de ces investissements d'avenir de l'ADEME. Alors c'est vrai que pour remettre quand même dans le cadre finalement au départ c'est parti du grand emprunt, avec une mission notamment de développer tous ces projets autour d'enjeux durables, on va dire. Et là, vous êtes sur un panel en plus qui est très très large. Alors, les investissements d'avenir de l'ADEME, c'est vraiment la partie du grand emprunt. Grand emprunt, investissement d'avenir, d'abord c'est la même chose. Oui. Et donc l'ADEME est en charge de la partie innovation verte. Notre mission, avec les crédits du grand emprunt, plus de 2 milliards d'euros, c'est d'accélérer l'innovation verte sur un ensemble de champs qui couvrent bien sûr les énergies et les énergies renouvelables, également tous les enjeux énergétiques du type bâtiment, du type stockage de l'énergie, et également des solutions comme le captage, la valorisation du carbone ou le vecteur hydrogène. Donc il y a déjà tout un champ qui correspond à un programme qu'on appelle énergie décarbonée et chimie verte en fait, puis il y a aussi l'élément de bioressources. Il y a un pan qui concerne la gestion de l'énergie, ce qu'on appelle les réseaux électriques intelligents, les smart grids en anglais. Et puis tout un pan qui est aussi très important qui concerne la mobilité. De comment on se déplacera demain, dans la ville de demain, sur ces territoires, ça dépendra complètement non seulement des véhicules qu'on utilisera, mais surtout de la manière et des services, la manière dont on partagera ces véhicules, dont on organisera des services de mobilité, dont on fera pénétrer le véhicule électrique, etc. Donc tout un champ sur la mobilité, puis un dernier champ, ce qui s'appelle économie circulaire, qui regroupe l'ensemble des thématiques de recyclage et de comment favoriser une production locale, une consommation locale, de l'écologie industrielle et de l'éco-conception. Puisque je parlais aussi, voilà, on travaille ensemble, en partenariat, on va faire découvrir semaine après semaine aussi tous ces projets. C'est important pour vous de communiquer, de montrer, parfois dans un climat où on se dit, bon, ça n'avance peut-être pas dans certains... On se pose des questions, c'est vrai, en France, on le dit souvent dans Green Business, de montrer que maintenant, il y a des entreprises là qui sont en train de travailler à plusieurs, main dans la main. Alors moi, je suis ravi qu'on puisse faire ce travail avec vous parce que, d'autant plus dans le contexte actuel où on voit qu'il n'y a plus d'argent, on n'a plus de temps, c'est la crise, parfois on peut se dire, on peut désespérer. Et ce que nous faisons au quotidien nous montre qu'on a beaucoup de raisons de penser qu'il y a des solutions qui sont passionnantes. Et ce que nous essayons de faire modestement à l'ADEME, c'est d'accompagner justement ces innovations qui peuvent être des solutions durables et pérennes, qui, avec un fort contenu en matière de compétitivité et d'emploi, qu'il en existe et qu'on a un dynamisme entrepreneurial en France qui est très fort. Et donc ça, je dirais, dans cette ambiance un peu de sinistrose, ça donne le moral. C'est ce que disait Corinne Lepage tout à l'heure. Elle disait qu'on avait besoin d'optimisme, donc aussi il faut le montrer. Mais il y a des raisons complètement objectives. Nous, on le voit au quotidien, c'est ce qu'on vit. Et ce que l'on voit, c'est l'aventure de l'innovation. L'aventure de l'innovation parce qu'il y a du risque, c'est long. Une des raisons pour lesquelles donc, il faut à la fois créer des marchés, les supporter avec les appels d'offres de la CRE d'un côté, ça c'est bien, c'est indispensable, c'est la stimulation de la demande.
Et il faut aussi l'autre pendant dont nous on essaie de s'occuper modestement, c'est d'accélérer l'émergence des bonnes solutions, c'est la stimulation de l'offre. Et il faut que les deux soient bien synchronisés dans le temps et qu'elles soient aussi pérennes en termes de politique et de priorités stratégiques. Et que représente pour vous l'éolien offshore flottant dont on parle aujourd'hui? Alors, c'est un thème particulièrement intéressant parce que, bien sûr, c'est un thème stratégique, sinon il ne serait pas dans les 25 thématiques stratégiques des investissements d'avenir de l'ADEME. Et il correspond à un potentiel d'indépendance énergétique qui est considérable. L'éolien flottant a l'avantage de pouvoir s'implanter, comme vous l'avez dit, plus loin des côtes ou surtout sur des côtes plus profondes. Et donc il a un gisement exploitable qui est beaucoup plus important. On est au-delà d'un facteur 10 en termes de potentiel. Et ça en fait son intérêt, qui a motivé le fait que l'ADEME, dans les sélections qu'elle a proposées au gouvernement, a préféré sélectionner 2 technologies qui sont un petit peu concurrentes. En tout cas, elles font des paris à la fois stratégiques et technologiques différents pour être sûr d'avoir à la fin une solution à fort contenu française qui arrive à prendre sa place sur ce marché dans lequel nous croyons. Et on pense clairement que la France, qui a beaucoup de côtes, qui a des ingénieurs, qui a de très bonnes entreprises sur ce secteur, elle a une chance à saisir et on essaie de faire qu'elle la saisisse. Alors justement, Stéphanie, puisque vous êtes vice-président énergie renouvelable de Technip avec ce projet dont je parlais, VertiWind, notamment développé avec Nénuphar. Pour vous, de toute façon, l'éolien offshore, très vite, vous l'avez identifié comme une vraie source de diversification de vos activités. Hein. Oui, tout à fait. En fait, l'aventure a commencé clairement avec le projet iWind qui a été cité tout à l'heure en 2009. Donc, la première donc je vous confirme que c'est la première éolienne flottante au monde, exactement, installée par 220 mètres de fond à 11 km des côtes au sud de la Norvège. Et donc, ce qui était très intéressant dans ce projet, c'est qu'on voyait un transfert immédiat et direct de compétences développées sur les métiers historiques de Technip, qui travaillent beaucoup dans l'oil and gas, donc des plateformes offshore, etc., vers une nouvelle application qui est l'éolienne. Et donc là, on a vu un vrai potentiel. Et derrière, donc, on a désiré poursuivre l'aventure et essayer de se dire, à partir de ce projet-là, what can be next? Vers où on peut aller, et ce next, c'est le projet VertiWind. Voilà. Dominique, oui. Juste, vous êtes aussi sur l'éolien offshore plus traditionnel, entre guillemets, donc vous répartissez en fait vos œufs dans plusieurs paniers. Non seulement on est sur l'éolien fixe classique, et avec une dimension européenne. Donc on a créé une filière dédiée depuis donc 2009, le jalon important du projet, puis ensuite 2011 la création d'une entité dédiée, avec d'abord des bureaux en Écosse, l'acquisition d'une société qui s'appelle SubOcean et qui est maintenant dans le groupe Technip, l'établissement aussi maintenant d'activités en France, puisque Technip a été avec le consortium Elmarine, donc composé d'Iberdrola et d'Areva, lauréat de la zone de Saint-Brieuc. Et donc on espère bien évidemment continuer cette aventure sur le fixe, et puis le flottant, qui est quelque part un peu quand même aussi la technologie de demain. Hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même aussi, il y a 2 prototypes de 2 MW dans le monde, hein. Bon, c'est quand même pas grand-chose encore. Et donc derrière, on prépare le terrain pour la suite. Alors ce qui nous intéresse, c'est découvrir ça concrètement. On va marquer une courte pause dans Green Business et se retrouver pour parler de VertiWind et pour découvrir aussi en images WindFlow. Ce sera dans un court instant sur BFM Business. BFM Business à Lyon, 95.3. Green Business, initiative durable avec le soutien de l'ADEME. Et c'est donc le coup d'envoi de ces initiatives durables. Chaque semaine, nous allons vous faire découvrir les projets qui sont en cours en France actuellement en matière d'innovation dans beaucoup de domaines. Et on parle cette semaine de l'éolien offshore flottant avec Jean-Guillaume Péladan, le directeur des investissements d'avenir de l'ADEME, Stéphane Is, vice-président énergie renouvelable de Technip, qui va rentrer dans le détail tout à l'heure sur VertiWind, et puis également toujours Dominique Pialot de la Tribune.